Catherine Menou, 55 ans, désert de Madame Tout-le-Monde, en apparence seulement. Pendant plusieurs mois, cette femme aurait minutieusement planifié le meurtre de son ami Norbert Mascaras, 73 ans. Dès l'instant où on dépose un testament dont on est bénéficiaire, c'est que quelque part, on envisage la mort de celui pour lequel on le dépose. Catherine Menou aurait abusé de la faiblesse de Norbert Mascaras pour mettre la main sur sa fortune. Une soif d'argent qui l'aurait poussé à le supprimer. On trouve petit à petit ici dans cette affaire toute une lignée d'événements qui conduisent tous à une obligation. Monsieur Norbert Mascaras doit mourir. Un crime presque parfait. Comment les policiers de la brigade criminelle ont-ils reconstitué le plan machiavélique de Catherine Menou? Il aura fallu plus de 3 ans d'enquête entre Paris et Arcachon pour remonter le fil d'un stratagème méticuleusement élaboré. C'est sous les toits de Paris, dans cette chambre de bonne de l'avenue Victor Hugo, qu'habite Norbert Mascaras, un homme de 73 ans. Depuis plusieurs semaines, personne n'a eu de ses nouvelles. Ce monsieur qui a son domicile avenue Victor Hugo ne donne plus signe de vie depuis un certain temps. Ce qui va alerter des voisins, des proches. Le 5 janvier 2005, la gardienne de l'immeuble, inquiète de cette disparition, prévient les pompiers. Les pompiers donc passent par le vasistas. La chambre est désuète, il n'y a rien, il y a juste un sac avec ses papiers. C'est une toute petite chambre de 10, 12, 15 mètres carrés peut-être, et découvre le corps de Norbert Mascaras. Alertés par les pompiers, les policiers du 16e arrondissement de Paris se rendent immédiatement sur place et font les premières constatations. Vous avez un monsieur qui est mort, qui ne porte pas de traces de coups, qui n'a pas été blessé par balle ou par arme blanche. Il n'y avait aucun élément, aucune trace suspecte. C'est un monsieur dont le corps reposait là manifestement depuis plusieurs semaines. Mais bon, on était en hiver, la pièce n'était pas chauffée, donc on ne peut pas dire qu'il y avait non plus d'éléments de putréfaction, ce genre de choses. Un corps comme momifié par le froid. Mais depuis combien de temps gît-il dans cette chambre de bonne? Des analyses sont effectuées pour déterminer la date et les causes du décès. Une autopsie est réalisée sur le corps de Norbert Mascaras. Elle montre que le décès remonte à environ 1 mois. Ensuite, une expertise toxicologique est réalisée. Et là, on découvre que le décès est dû à un surdosage médicamenteux, notamment dû à un médicament qui s'appelle le tertian. Norbert Mascaras serait mort d'une crise cardiaque liée à la prise de ce médicament, le tertian, un antidépresseur puissant. D'après le témoignage de la gardienne de l'immeuble, le retraité souffrait de dépression depuis plusieurs mois. Les policiers et les autorités judiciaires, c'est-à-dire le parquet, c'est-à-dire également le médecin légiste, considèrent que Norbert Mascaras s'est très probablement suicidé avec ses médicaments. L'affaire est donc classée. Mais une procédure est ouverte par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris pour retrouver les proches de Norbert Mascaras. Donc en fait, le rôle du greffier en chef du tribunal d'instance est d'assurer la sauvegarde des biens du défunt et de rechercher d'éventuels héritiers. Le tribunal d'instance du 16e arrondissement cherche les héritiers, cherche le patrimoine de Norbert Mascaras et découvre qu'il était à la tête d'une fortune importante. Je crois qu'en gros, il pesait environ 2 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. L'homme habite la moitié de l'année à Paris, dans son pied-à-terre du 16e arrondissement. Le reste du temps, il vit à Arcachon, où il possède un grand appartement. Malgré sa fortune, Norbert Mascaras était connu pour être un homme
avare. C'est un curieux personnage, Norbert Mascaras, parce qu'autant il vivait comme un miséreux, allant déjeuner et prendre ses repas au Resto du Cœur, vivant dans une petite chambre de bonne de 16 mètres carrés, lavant son linge à la fontaine du quartier, le faisant sécher dans le couloir de son immeuble, autant il avait une fortune colossale à sa disposition. Pingre et seul, Norbert Mascaras menait une vie de solitaire. C'est quelqu'un qui avait des amis liés plus à son environnement arcachonnais, mais bon, qui était quand même assez isolé quand même, dans le sens où il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de famille, voilà. Malgré l'absence d'héritier, le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris se charge de recenser les biens de M. Mascaras. Dans ses comptes bancaires, la greffière va découvrir des mouvements d'argent pour le moins suspects. Des mouvements effectués après la mort de Norbert Mascaras. Et ça pose un vrai problème. Si les comptes bancaires d'un individu bougent après sa mort, juridiquement, il y a un problème. Alertée par ces mouvements d'argent post-mortem, la greffière décide de prendre les choses en main. Donc à partir de là, en fait, on a constaté donc ces irrégularités et nous avons, j'ai saisi le parquet du tribunal de grande instance de Paris par écrit, en indiquant donc, en relatant ces irrégularités et en indiquant donc toutes les diligences que nous avions effectuées dans ce dossier. Quelqu'un convoitait-il la fortune de Norbert Mascaras? Pourquoi et comment ces comptes ont été subitement vidés? Les policiers du 16e arrondissement de Paris sont saisis de l'affaire. Une enquête est lancée pour tenter d'élucider le mystère autour des comptes de Norbert Mascaras. Les comptes bancaires de Norbert Mascaras sont passés au crible par les enquêteurs et leurs premières constatations sont pour le moins étonnantes. Monsieur Mascaras était quelqu'un qui avait un train de vie assez bas. Malgré un patrimoine important, on va dire qu'il vivait assez chichement. Là, on a fait une étude de ses comptes bancaires du mois de juin jusqu'à fin décembre, donc après son décès. Concrètement, de juin à fin octobre, on avait une moyenne de débit mensuel sur ses comptes d'à peu près 400 €. Mais depuis le mois d'octobre 2004, il semblerait que le compte de Norbert Mascaras est fondu. Et plus de 32 000 € sont passés du compte de Norbert Mascaras au compte d'une femme qui s'appelle Catherine Menou. 32 000 €, une somme d'argent pour le moins conséquente. Les enquêteurs vont s'intéresser de plus près à cette Catherine Menou. Dans un premier temps, ils interrogent la banquière de M. Mascaras afin d'en savoir plus sur cet inconnu. Catherine Menou, elle était allée avec Norbert Mascaras à la banque en se faisant passer pour sa nièce et elle s'était fait délivrer une carte bleue. Une nièce dont tout le monde ignorait l'existence et qui aurait eu accès au compte bien garni de Norbert Mascaras. Pour tenter de comprendre ces étranges mouvements d'argent, les enquêteurs vont d'abord vérifier si cette femme est réellement la nièce de la victime. Vérification faite, c'est entièrement faux. Elle était simplement une amie assez proche et elle s'occupait de lui. Ils étaient très proches. Cette femme de 51 ans rencontre Norbert Mascaras dans les années 80. Ils travaillent ensemble au sein du Musée de la Mode à Paris. C'est une passion commune qui va les rapprocher quelques années plus tard, la tarologie. Norbert Mascaras se lie d'amitié avec Catherine Menou au point qu'il aurait une confiance aveugle en elle. Mais alors, pourquoi se fait-elle passer pour sa nièce? Les enquêteurs ne tardent pas à tomber sur un document assez suspect. Et dans le cadre de la procédure, j'ai été aussi amenée à être en contact avec des notaires, notamment un auprès duquel donc un testament avait été déposé. Un testament
qui désigne Catherine Menou comme légataire universelle des biens de Norbert Mascaras. Les policiers vont alors interroger la notaire qui s'est chargée d'enregistrer le testament. Ils veulent savoir si c'est bien Norbert Mascaras qui est venu déposer ce document 6 mois avant sa mort. Lorsqu'une photo de Norbert Mascaras est montrée au notaire, il ne reconnaît pas du tout, puisque Norbert Mascaras était un homme plutôt maigre, avec des cheveux gris, et l'homme qui est venu était un homme plutôt corpulent et chauve. Donc finalement, c'est une usurpation d'identité, c'est-à-dire que quelqu'un a pris la place de Norbert Mascaras pour venir attester et faire ce testament. Qui a bien pu se faire passer pour Norbert Mascaras? Et qui a les connaissances nécessaires pour rédiger un tel document? Les policiers font appel à une experte en écriture pour analyser le testament. Son verdict est sans appel. Le magistrat se demandait si c'était M. Mascaras qui avait rédigé le testament, puisque c'est ce qui aurait dû se passer, ou si c'était Mme Menou. Notre analyse révèle que le testament a été rédigé par Mme Menou. Autre fait intrigant, Norbert Mascaras aurait fait 2 chèques d'une valeur de 8 000 € chacun. Connaissant le profil économe de la victime, les policiers préfèrent vérifier s'ils sont vrais. Sur les 2 chèques, il y en a un qui a été rédigé par M. Mascaras, l'autre qui a été rédigé par Mme Menou. Pour les enquêteurs, les éléments à charge contre Catherine Menou sont suffisants. Le 23 mai 2005, 4 mois après la découverte du corps de Norbert Mascaras, ils décident de la placer en garde à vue. Et Catherine Menou va très vite justifier les mouvements sur les comptes de son ami. Elle reconnaît que M. Mascaras lui a remis les 2 cartes bancaires qui ont amené tant de débit, lui a remis sciemment et qu'elle a effectivement utilisé les cartes bancaires. Catherine Menou aurait donc le droit d'utiliser les cartes bleues de Norbert Mascaras, mais elle nie avoir tenté d'escroquer le retraité. Elle va d'ailleurs fournir une explication à tous ces mouvements d'argent suspects. Elle va dire qu'elle a eu un gain au casino de 32 000 € au mois d'août qui précède donc, le décès de M. Mascaras, qu'elle aurait remis cette somme-là à M. Mascaras et que M. Mascaras lui aurait lui-même remis ces 2 cartes bancaires pour lui permettre de récupérer ces 32 000 €. Une version qui ne convainc pas les enquêteurs. Après vérification, Catherine Menou n'a jamais déposé les 32 000 € sur le compte de Norbert Mascaras. Les policiers concluent à une escroquerie. Catherine Menou est mise en examen le 25 mai 2005 pour abus de faiblesse, falsification de chèques, faux et usage de faux en écriture. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. C'est à la suite de tous ces éléments que le juge instructeur va se demander effectivement si l'assassinat n'est pas une hypothèse crédible. Les policiers décident dans un premier temps de remettre en liberté Catherine Menou. Mais leurs recherches se poursuivent. Il leur faut désormais déterminer si elle n'est pas à l'origine de la mort de Norbert Mascaras. Catherine Menou aurait-elle tué son ami de longue date afin de faire main basse sur sa fortune? Aurait-elle tout planifié depuis le début? C'est pour répondre à ces questions que le commissariat du 16e arrondissement de Paris est dessaisi du dossier au profit d'enquêteurs beaucoup plus spécialisés. C'est tout simplement la brigade criminelle. C'est la Rolls de la police judiciaire, les hommes du 36 du quai des Orfèvres qui vont prendre le relais et qui vont se pencher sur l'aspect criminel de la mort de Norbert Mascaras. Rapidement, les enquêteurs découvrent que l'appartement de la victime situé à Arcachon a été cambriolé le 13 juin 2004. Un appartement très bien entretenu où les objets de valeur foisonnent. C'était 2 individus un dimanche qui étaient venus à l'appartement avec les clés
donc sans effraction, qui avait sorti pas mal d'objets et meubles de l'appartement. Le fait que le cambriolage ait été commis sans effraction alerte les policiers. Car une seule personne, hormis Norbert Mascaras, dispose des clés de l'appartement. C'est une des choses que Madame Menou a reconnues lors de ses auditions, c'est qu'elle possédait les clés de l'appartement d'Arcachon bien avant le cambriolage, bien avant le décès. Les membres de la brigade criminelle explorent alors toutes les pistes possibles pour savoir si Catherine Menou a pu jouer un rôle dans ce cambriolage. Ils vont dans un premier temps réaliser une enquête de voisinage. Et Madame Bizel, qui est l'amie et la voisine de Norbert Mascaras à Arcachon, avait surpris à l'époque les cambrioleurs. La voisine ne va pas reconnaître formellement les cambrioleurs parmi un ensemble de photographies qu'on va lui présenter, mais va effectivement désigner comme étant un des cambrioleurs possibles, la même personne que nous avons suspecté à un moment donné d'avoir déposé le testament au nom de Norbert Mascaras. Cet homme n'est autre que Gilbert Barbereau, un homme connu des services de police pour vol et recel. En plaçant Catherine Menou sur écoute, les enquêteurs découvrent que Gilles Barbereau connaît très bien Catherine Menou. Et ce n'est pas tout. Elle se serait chargée de louer elle-même la camionnette qui aurait servi au cambriolage. Il a été retrouvé donc la personne qui lui a prêté la camionnette pour commettre ce cambriolage. Madame Menou va lui dire que c'est pour commettre un cambriolage et elle va revenir effectivement avec une camionnette pleine d'objets. Interrogé par les policiers, le propriétaire de la camionnette reconnaît avoir gardé certains objets pour les revendre. Les autres auraient été conservés par Catherine Menou, du moins dans un premier temps. Des écoutes téléphoniques ont permis de remonter jusqu'à un ancien clerc de notaire à la retraite. Celui-ci se serait vu remettre les objets en ivoire dérobés chez M. Mascaras afin de les mettre en vente. Après l'avoir interrogé sur sa relation avec l'accusé, les enquêteurs réalisent que c'est ce même clerc de notaire qui a aidé Catherine Menou à rédiger le testament. Les policiers reconstituent donc peu à peu le puzzle de ce cambriolage, un cambriolage qui va profondément et douloureusement marquer Norbert Mascaras. C'est à partir de cet événement que son état de santé va s'amoindrir et où concrètement il va diminuer physiquement et psychiquement. Norbert Mascaras entre alors dans une phase de dépression. Son amie Catherine Menou s'en rend compte. Elle l'incite dans un premier temps à changer de médecin, puis elle lui conseille d'aller voir ceux qu'elle a l'habitude de consulter. C'est là qu'on découvre le poteau rose en quelque sorte. C'est qu'elle lui a fait changer de médecin. C'est qu'elle lui a fait changer de médecin et que non seulement elle lui a fait changer de médecin, mais elle a fait changer toute sa dynamique de traitement. Et que cette dynamique de traitement comporte un médicament qui, on le sait, mal dosé, surdosé et mortel. Catherine Menou s'est effectivement fait prescrire et délivrer durant le mois d'octobre 2004 3 boîtes de tertian pour Norbert Mascaras. Les mêmes médicaments retrouvés dans le corps de la victime et qui ont provoqué sa mort. C'est Catherine Menou elle-même qui se serait chargée de les acheter à la pharmacie avec la carte vitale de Norbert Mascaras. La pharmacienne nous a dit que la nièce, puisque Madame Menou se faisait passer pour la nièce de Monsieur Mascaras, en tout cas se présentait comme telle, et que très probablement les médicaments avaient été délivrés à Madame Menou et non pas à Monsieur Mascaras. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Catherine Menou est à l'origine de la mort de Norbert Mascaras. Le 23 mai 2007, elle est interpellée et mise en examen pour homicide volontaire avec préméditation, mais aussi pour abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de faux en écriture. Catherine Menou est aussitôt écrouée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'attente de son procès.
Un an plus tard, c'est devant la cour d'assises de Paris que s'ouvre le procès de Catherine Menou. D'emblée, cette femme d'une cinquantaine d'années étonne par son apparence. Elle était, blonde, les cheveux courts, avec des lunettes rectangulaires, noires, je crois. Un espèce de châle gris jeté sur les épaules. On aurait dit une petite mamie, elle avait 55 ans, je crois, dans ces eaux-là. Honnêtement, si on ne connaît pas bien le dossier, si on ne sait pas avec certitude ce qui lui est reproché, on se dit on s'est trompé d'adresse. Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment la petite mamie qui ne paye pas de mine et qui n'a pas l'air bien dangereuse, quoi. Mais très vite, dans le box des accusés, Catherine Menou dévoile un autre visage, celui d'une femme arrogante et affabulatrice. Une attitude qui passe très mal auprès des jurés. Elle a, à mon avis, considérablement aggravé son cas par son attitude à l'audience. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle se levait pour prendre la parole, c'était pour ajouter un mensonge supplémentaire. Sa spécialité, c'est l'embrouille. C'est-à-dire qu'un truc qui paraît simple, quand elle l'explique, 5 minutes après, on n'y comprend plus rien, tout est confus. Une personnalité complexe, mais surtout un passé judiciaire chargé. Une voleuse, quelqu'un qui sait profiter des faiblesses des autres. Elle a eu un premier mari qui avait une association pour s'occuper des chats, une association qui marchait bien, qui avait des fonds. Elle a détourné très sérieusement les fonds de cette association, au point d'ailleurs que son mari a été obligé de déposer plainte contre elle. Une affaire qui remonte aux années 90. Une affaire pour laquelle Catherine Menou a été condamnée à 8 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour détournement de fonds. Et ensuite, elle collectionne les ennuis judiciaires pour différentes affaires d'escroquerie, de vol, d'abus de faiblesse, de choses comme ça. Elle avait fait l'objet de condamnations, elle avait fait l'objet de procédures de différents services de police, je dirais, tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui était défavorablement connu des services de police. Lors de son procès à Bordeaux, Catherine Menou est d'ailleurs poursuivie pour une affaire d'abus de faiblesse sur une certaine Madame Portal, une femme de 92 ans. Madame Menou, de nombreuses années auparavant, avait sympathisé, plus que ça même, était devenue amie avec Madame Portal, qui la considérait finalement comme sa fille, et l'a extraite de sa cellule familiale et lui a manifestement pris pas mal d'argent. Abus de faiblesse, détournement de fonds, faux en écriture, Catherine Menou a un lourd passé judiciaire. Mais selon son avocat, ces condamnations ne font pas de sa cliente une criminelle machiavélique. Mais je veux dire que, bon, même si vous êtes un escroc, et son casier judiciaire semble indiquer qu'elle fait partie de cette catégorie en tout cas, qu'elle a commis des escroqueries dans sa vie, ça ne fait pas de vous une meurtrière, je veux dire, c'est toujours pareil. Après 10 jours de procès, le réquisitoire de l'avocat général est implacable. Tout est logique. On trouve petit à petit ici dans cette affaire toute une lignée d'événements qui conduisent tous à une obligation. Monsieur Norbert Mascaras doit mourir. Madame Vosgien, l'avocat général, pendant toute la durée de son réquisitoire, a essayé, un peu comme un puzzle, de faire rentrer les pièces du puzzle, d'emboîter les pièces les unes dans les autres, les pièces de la culpabilité, de démontrer la culpabilité de Catherine Menou. Et à l'issue de ce réquisitoire, en conclusion, elle a requis 20 années de réclusion criminelle. Vient alors le tour des plaidoiries de la défense. Les avocats de Catherine Menou martèlent que le dossier n'est pas suffisamment solide pour condamner leur cliente. Voilà l'axe de défense, si vous voulez. Vous n'avez pas la preuve qu'elle a volé, vous n'avez pas la preuve qu'elle a tué, donc en fait vous n'avez rien, et si vous n'avez rien, vous devez la quitter. Et parce qu'elle est innocente. Mais parce qu'elle est innocente. Je suis convaincu, mais alors convaincu, pas parce que je suis avocat, mais qu'elle n'a strictement rien à voir dans la mort de Norbert Mascaras. Mais les jurés n'entendent pas les défenseurs de Catherine Menou
Et après 4 heures de délibération, le verdict est sans appel. 17 ans. Elle a été condamnée à un verdict de 17 ans. Il n'y a pas une question qui est à décharge. Tout va dans un sens, c'est-à-dire comme si les choses étaient fixées dès le départ, elle est coupable. Convaincu de son innocence, l'avocat de Catherine Menou décide de faire appel. Le 5 avril 2012, c'est devant la cour d'assises de l'Essonne que s'ouvre son deuxième procès. Cette fois, Catherine Menou a changé. Dans le second procès, elle s'est bien mieux présentée. Moins d'arrogance, parce que quand quelqu'un se défend et qu'il le fait un peu vif, on dit tout de suite on taxe d'arrogance. C'est ce mot qui m'insupporte. Non, elle n'est pas arrogante, elle se défend, elle le fait avec ses moyens. Alors c'est peut-être maladroit, mais ce n'est pas de l'arrogance. Donc je lui ai dit ce que d'aucuns appellent de l'arrogance. Je sais que c'est votre façon de vous défendre, mais essayez de maîtriser, de contrôler un peu ça dans la forme. Bon, voilà. La Cour passe en revue tous les éléments de l'accusation. Les 32 000 € retirés sur le compte de Norbert Mascaras, le faux testament et l'achat suspect du tertian. Après 8 jours de procès, les jurés rendent leur verdict. Vous savez comme moi qu'un procès d'assises, les jurés jugent, condamnent en fonction de leur intime conviction. Donc on ne leur demande pas d'avoir forcément une preuve absolue. Ils ont eu le sentiment qu'elle était coupable. Et donc ils ont condamné en vertu de ce sentiment. Elle est condamnée à 20 ans. Catherine Menou est condamnée à 20 ans. 20 ans ont été réclamés, 20 ans, plus de 6 heures pour condamner à 20 ans. Ses avocats ont saisi la Cour de cassation. Cet ultime recours est le dernier espoir qu'il reste à Catherine Menou, qui après 5 ans de détention à la prison de Fleury-Mérogis, n'a jamais cessé de clamer son innocence. En Auvergne, une invraisemblable histoire d'assassinat sur fond d'enjeux financiers, de mafia italienne et de rupture sentimentale qui tourne mal. Une femme, avec 3 balles dans la tête. Une arme silencieuse, un tueur invisible, un meurtre commandité. Pourtant, celle dont la vie a été mise à prix n'est qu'une simple mère de famille. Pourquoi Françoise Ferrérol a-t-elle été victime d'une exécution? La question aurait pu rester à jamais sans réponse. Mais la vérité va éclater, grâce à la repentance d'un mafieux calabrais. Il m'a demandé si j'étais intéressé par un crime commis en France. Les révélations du mafieux sont à peine croyables. L'homme va aussi mettre en cause une vieille dame, insoupçonnable. Une apparence d'aimer confitures ou grand-mère gentille et une réalité de base arrière de criminel. Pourtant, c'est bien ce témoignage qui va permettre aux enquêteurs de retrouver le véritable assassin de Françoise Ferrérol. C'est une vie ordinaire et bien rodée, dont le mécanisme va s'arrêter brutalement. Dans cette maison de Clermont-Ferrand, Wilfried, 16 ans, joue sur l'ordinateur à l'étage. Sa mère s'apprête à rentrer de la boulangerie, comme à son habitude, avant 7h30. Mais ce 26 novembre 1991, le quotidien de Wilfried se dérègle, subitement. Il a entendu la porte s'ouvrir, et à ce moment-là, il a entendu plusieurs bruits sourds et un cri. Alors, il s'est précipité. Il est descendu des escaliers en trombe, et là, il a découvert sa mère gisant dans le hall d'entrée. Et puis, baignant dans son sang, déjà, le sang coulait de sa tête. Le garçon se précipite alors à la fenêtre. Dans la rue, personne. Il appelle au secours. En quelques minutes, la police est sur les lieux et découvre le corps de Françoise Ferrérol,
42 ans. La victime étendue par terre, face contre terre, blessée à la tête, avec près d'elle, sur le sol, plusieurs douilles de pistolet. Un meurtre aux allures d'exécution. Françoise Ferrérol a reçu 3 balles dans la tête et 1 dans la nuque. Aucune n'a fait de bruit. Visiblement, le tueur a pris la précaution d'équiper son arme d'un silencieux et de sortir sans être vu. Le malfaiteur n'a pu que s'enfuir par l'arrière de la maison. D'ailleurs, on a retrouvé une trace de sang sur la porte qui mène du hall d'entrée au garage. Et donc, de ce garage, il peut sortir à l'arrière. La trajectoire des balles montre aussi que le tueur attendait sa victime à l'intérieur de la maison. Le fait d'attendre sa victime à l'intérieur de son habitation, il fallait connaître les lieux, c'est un luxe de précaution qui n'est pas prise par le malfaiteur occasionnel. Les enquêteurs ont le sentiment d'avoir affaire à un criminel expérimenté, venu accomplir sa tâche. Ça ressemble à un crime commandité, c'est une exécution. Dans notre région auvergnate, on n'a jamais eu de meurtre commis avec une arme comme ça, avec ce fameux silencieux qui permet de faire ça en toute discrétion. Ça peut pas être quelque chose de fortuit. Parce que de toute façon, il y avait rien n'a été volé. L'enquête immédiate ne relève qu'un élément. 2 hommes en tenue de sport ont été aperçus par un voisin, ainsi que par Rudolf, le fils cadet de la victime, sur le chemin de l'école. C'était 1 heure avant le crime. Est-ce que ce sont les tueurs présumés ? On peut le penser, mais il peut aussi s'agir de militaires qui font leur jogging, puisqu'on est dans un quartier où il y a une caserne d'un régiment d'infanterie. Alors que cette première piste apparaît bien mince, Wilfried va se confier aux enquêteurs. Il évoque celui qui, pour lui, est le principal suspect. Un homme du nom de Bernard Rouald, son père. C'est mon père qui a fait ça, c'est mon père qui est derrière ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que Wilfried savait que le divorce qui était en cours entre les époux Rouald se passait très mal. Et que son père avait menacé Madame Ferrérol d'en venir peut-être à cette extrémité. Selon Wilfried, sa mère avait toutes les difficultés à se faire payer la pension alimentaire. Séparé depuis plusieurs mois de son épouse, Bernard Rouald, lui, vit en Italie, à Aoste, où il est dentiste stomatologue. Bon, un personnage qui n'est pas fait parler de lui plus que ça, du moins au niveau judiciaire, on n'a aucun élément particulier défavorable concernant M. Bernard Rouald. Donc on va vérifier qu'il est bien effectivement à Aoste, il n'y a pas de souci, il n'a pas quitté Aoste. Dès le lendemain, Bernard Rouald se rend dans les locaux de la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Ce sont les enquêteurs qui l'ont convoqué. L'homme se dit prêt à répondre à toutes les questions des policiers, mais surtout, il prétend avoir des informations capitales à leur donner, des révélations à leur faire. Malgré les accusations de son fils, Bernard Rouald a un alibi incontestable. Pourtant, il intrigue les enquêteurs. Car le lendemain du meurtre, lorsqu'il est interrogé, il dresse tout de suite un portrait bien sombre de son ex-femme. Il me dit tout de suite qu'il n'est absolument pas surpris de ce qui est arrivé, que sa femme est quelqu'un qui menait une vie dissolue, qui, de plus, devait s'adonner à la drogue, au trafic de drogue même, sans préciser de quelle drogue il s'agissait, mais le trafic se passait entre la France et l'Italie. Concernant ses activités illicites, les déclarations de l'ex-mari restent vagues. Mais les enquêteurs les prennent très au sérieux et se lancent sur cette piste.
il ne recueille absolument aucun élément permettant de corroborer les dires de Bernard Roual. Les enquêteurs sont persuadés que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut rechercher les causes du décès brutal de Françoise Ferrérol. La piste de la drogue est donc écartée. Les enquêteurs pensent alors que son mari avait certes de la rancœur envers elle, mais il a son alibi. La police judiciaire reste devant une énigme. Qui en voulait à une mère de famille à la vie en apparence paisible? Une nouvelle hypothèse aiguise la curiosité des enquêteurs du côté de son activité professionnelle. Françoise Ferrérol est contrôleur du travail. Dans le cadre de ses activités professionnelles, elle aurait pu susciter la ire de quelqu'un. Elle avait, semble-t-il, comme contrôleur, plus de fonctions de contrôle en direction des entreprises. C'est pour ça qu'on a écarté assez rapidement la piste d'un employeur qui aurait des comptes à régler avec elle. Elle avait des fonctions d'accueil du public. Les enquêteurs s'échinent alors à passer au crible la vie de Françoise Ferrérol. Ils multiplient les perquisitions à son bureau et à son domicile. Mais ce qu'il en ressort ne sont que les papiers du divorce. Et c'est peut-être la clé du mystère, les conditions de sa séparation. Sur les termes de son divorce, le gros point noir et le gros point conflictuel, c'est la prestation compensatoire, puisque le tribunal a fixé cette prestation compensatoire, donc mis à sa charge et qu'il doit verser à son épouse, à la somme de 550 000 francs, qui en 1993 est quand même une somme relativement conséquente. C'est quelque chose qui passe pas bien pour M. Roual, qu'on lui mette à sa charge une telle somme qu'il doit payer à son épouse. En détaillant le jugement du tribunal, les enquêteurs découvrent que Bernard Roual avait fait appel de cette décision, en vain. Un couple qui se déchire sur les conditions financières de sa rupture, c'est aussi ce qu'attestent les proches de Françoise Ferrérol. Notamment une des sœurs de Françoise Ferrérol, va clairement dire aux enquêteurs que Françoise Ferrérol craignait pour sa vie. Et il me semble même qu'elle ait dit à ses proches que si un jour il lui arrivait quelque chose et qu'on attente à sa vie, c'est du côté de son mari qu'il faudrait chercher. Les enquêteurs égrènent alors les papiers administratifs de la rupture et s'aperçoivent d'une coïncidence troublante. Françoise Ferrérol est morte un jour seulement avant que son divorce ne soit officiel. Bernard Roual n'a donc plus à verser de prestations compensatoires. J'ai envie de dire que quelque part c'est une aubaine pour M. Roual, puisque étant veuf et non plus divorcé, il ne devra pas verser cette somme de 550 000 francs à son épouse à titre de prestation compensatoire. Alors après, dire que c'est un mobile, oui, on peut l'envisager, mais au début de l'enquête, au moment où débute l'enquête, voilà, on considère que c'est une aubaine. Hasard ou mobile du crime? Cette question n'a pas de réponse immédiate. Les enquêteurs repartent de zéro. Le problème, c'est que M. Roual, au moment des faits, et c'est indubitable et constaté, il est en Italie. Il ne peut pas avoir participé en quoi que ce soit. Alors, la seule possibilité, la seule solution, c'est qu'il ait payé ou des tueurs pour commettre le méfait. Nous avons vérifié dans tous les hôtels, tous les garnis, tous les meublés de la ville et des environs, s'il y avait la présence d'un, deux ou trois personnes qui auraient pu être suspectes. Et nous n'avons absolument trouvé personne. Les hypothèses amorcées se dérobent. L'exécution de cette mère de famille reste un mystère. 8 mois après le meurtre de Françoise Ferrérol, le vague sentiment d'une vérité hors de leur portée a saisi les enquêteurs. Pourtant, cette vérité va s'offrir à eux d'un simple coup de téléphone, un appel en provenance d'Italie. Le meurtre de Françoise Ferrérol semble vouloir rester à jamais une énigme. Mais après 8 mois d'investigation, alors qu'il pense être dans une impasse, le chef d'enquête reçoit un appel inespéré. Un carabinier italien souhaite lui parler. Nous avons reçu un coup de téléphone des carabiniers d'Aoste
nous informant qu'ils étaient au courant d'un méfait qui avait été commis à Clermont et ils demandaient s'il y avait bien eu un méfait de tel type. Et ils me le décrivent. Et leur description correspond en tout point à l'assassinat de Madame Rouald. Les carabiniers se rendent alors à Clermont-Ferrand et entament un récit dont le principal protagoniste est un mafieux calabrais du nom de Caruso. Pris au piège dans une guerre de clans, il est venu se rendre aux carabiniers d'Aoste, où il vit, et réclame le statut de repenti. Un statut qui lui confère une protection policière absolue contre l'aveu de tous ses crimes, sans exception. Pendant un interrogatoire, il me parlait des crimes perpétrés en Calabre. Et il m'a demandé si j'étais intéressé par un meurtre commis en France, mais étudié et préparé à Aoste. Ce repenti les avait informés d'un meurtre commis à Clermont-Ferrand sur Madame Ferrerol, donc, et que ce meurtre avait été commis par des Italiens, des tueurs professionnels italiens. Caruso raconte qu'un jour, un petit trafiquant originaire du même village que lui le contacte. Il s'appelle D'Agostino. Il est maçon et fréquente le cabinet dentaire d'un certain Bernard Rouald. D'Agostino était un de ses patients, tout simplement. Et puisqu'il était calabrais, un jour, Rouald lui demande s'il ne connaît pas quelqu'un qui pourrait l'aider pour un petit boulot. Lorsqu'ils se sont mieux connus, il lui a expliqué qu'il voulait se débarrasser de sa femme et qu'il cherchait des personnes qui pouvaient faire ça. Il proposait 375 000 francs, près de 60 000 euros. Caruso lui a dit qu'il connaissait en effet des gens qui pouvaient faire l'affaire. La somme proposée est convaincante. Caruso recrute alors 3 hommes. Retano Roberto, Antonello Sorrento et Asciutto Santo. À ce moment-là, plusieurs familles se livrent une véritable guerre. Et dans ce contexte, c'était une somme importante qui permettait de financer leurs activités stratégiques, les rackets, l'achat d'armes. Et de fait, on sait qu'ils ont acheté des armes. La suite des événements, Caruso dit en être informé par D'Agostino. Le 20 novembre 1991, les 3 tueurs arrivent en gare de Lyon. Une Mercedes noire les y attend. À son bord, D'Agostino et Bernard Rouald. Direction Saint-Laure, un village de 300 âmes, à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Alors, les carabiniers m'informent que ces tueurs étaient hébergés chez une amie du docteur qu'ils appelaient la Sugar. Ils ne connaissaient pas Madame Seguin. Alors, une amie du docteur, je ne voyais que Madame Seguin. Seguin, Sugar, ça pouvait correspondre. Christiane Seguin, 60 ans, retraitée et amie du dentiste. Elle vit à Saint-Laure et l'héberge quand il revient en France. Les policiers l'ont déjà interrogé à son sujet, mais jamais soupçonné. Dubitatifs, ils accompagnent alors à Saint-Laure les carabiniers qui veulent vérifier les dires de Caruso. Le repenti a évoqué la couleur ocre du parvis de l'église et a fait une description détaillée de la demeure de Madame Seguin. Nous sommes allés d'abord près de l'église, il a pu constater que le sol effectivement était de la couleur décrite par le repenti. Dans la maison de Madame Seguin, tout correspondait à la description faite par le repenti, notamment le carrelage du sol qui était défoncé par endroits, le portail qui était entre 2 pylônes qui fermaient au milieu. Pour ne pas éveiller les soupçons de Madame Seguin, les carabiniers italiens ne prononcent pas un mot. Et elle n'est pas surprise de voir les enquêteurs. Régulièrement, ils lui rendent visite dans le but d'obtenir des nouvelles de Bernard Rouald. Quand celle qu'il soupçonnait le moins
prend un nouveau visage. Eux s'efforcent de masquer leur stupéfaction. J'étais abasourdi, je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait avoir été impliquée. Elle était exactement identique à la description de Caruso. Une femme de la campagne, bien en chair, plutôt banale. On n'aurait jamais pu soupçonner qu'elle servait de base arrière pour un meurtre. Apparemment, Caruso n'a pas menti. Les carabiniers reprennent la route d'Aoste. Dans quelques jours, ils espèrent interpeller Rouald, D'Agostino et les 3 tueurs. Contraints d'attendre le même moment pour agir, les policiers français freinent leur impatience. Ils brûlent d'entendre la version de la retraitée. En Italie, grâce aux indications du repenti, Bernard Rouald, D'Agostino et les 3 tueurs sont interpellés sans difficulté. Mais l'interrogatoire des 5 hommes se révèle plus ardu. Tous nient ou restent muets. Au même moment, les policiers français, eux, doivent se contenter d'interroger Christiane Seguin, mais elle aussi feint l'ignorance. Elle dit finalement que M. Rouald est arrivé avec ses hommes, qui venaient faire du tourisme en Auvergne, et qu'il lui a demandé de les héberger. Et qu'à partir de là, elle n'a pas posé de questions, elle a accepté de les héberger, et qu'elle ne s'est pas occupée de l'activité qui était la leur. Alors pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé aux enquêteurs, ni à personne à Saint-Laure? 3 Calabrais, venus en touristes dans la campagne auvergnate, un fait plutôt inhabituel que pourtant personne n'a remarqué. On va penser qu'elle les a cachés. Elle va s'en défendre en décrivant finalement des hommes discrets, mais qu'elle n'a pas spécialement cherché à cacher. Sous son aspect de bonne grand-mère, Christiane Seguin arriverait presque à convaincre, si Caruso n'avait pas livré autant de détails. D'après le repenti, elle s'est montrée d'une aide précieuse aux tueurs. Elle les aurait emmenés s'acheter des tenues de sport, et le jour du crime, à l'aube, les aurait conduits habillés en jogger à proximité de la maison de Françoise Ferrérol. Sant'Asciutto en jogging et basket se place près de la gare. Il a avec lui un sac contenant les vêtements pour qu'ils puissent tous se changer une fois l'opération accomplie. Retano et Sorrento s'approchent de la maison. Retano reste à l'extérieur et fait le guet. Sorrento, lui, s'introduit dans la maison et se cache derrière la porte. Et quand elle entre, il lui tire plusieurs balles dans la tête et la tue. Il retrouve Madame Seguin, qui reprend le pistolet et leur donne la partie restante de la somme du contrat. Puis ils vont à Clermont-Ferrand et se changent à la gare. Une fois arrivés à Lyon, ils montent dans le premier train pour l'Italie. Malgré les déclarations précises de Caruso et face à l'évidence de son implication, Christiane Seguin continue de nier. Elle reconnaît l'échange de paquets, mais elle vient dire « Ah, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le paquet, moi, je l'ai remis au docteur Rouald après. » Quand on lui dit « Mais vous ne pensez pas que ça aurait pu être l'arme du crime ou de l'argent ?»« Ah non, moi, je pensais que c'était une histoire... Je pensais que le docteur Rouald, de par sa profession de stomatologue, trafiquait un petit peu du matériel dentaire entre la France et l'Italie. Voilà ce que je pensais. » La retraitée tient bon, ne lâche rien, mais se retrouve bientôt derrière les barreaux de la prison de Riom. En Italie, D'Agostino, l'intermédiaire, finit par craquer et confirme la version de Caruso. Emprisonné à Aoste, Bernard Rouald maintient qu'il n'est en rien responsable de l'assassinat de sa femme. Quelques mois plus tard, présenté pour la première fois au procureur italien, il esquisse un début d'aveu avant de se rétracter. Des aveux assez particuliers du genre ce que vous me dites, je ne peux pas le contester. Caruso en prison, c'est justice. Puis, quand il fut mûr pour tout avouer, il nia posséder l'arme, le 7,65 du crime. Pour toute explication à son silence, le dentiste affirme
qu'il est menacé en prison. Il déclara être terrorisé, avoir peur qu'on le tue. On lui a donc demandé qui voulait le tuer et pourquoi, afin de vérifier ses dires. Mais il nous a donné des réponses plutôt vagues. Quand le juge français se rend en Italie pour l'interroger à son tour, Bernard Roualde a changé d'avocat. Celui-ci est spécialisé dans la défense de la mafia. Le dentiste revient alors complètement sur ses aveux partiels, puis s'obstine dans le mutisme avant d'adresser au juge, en fin d'audience, une demande en forme de supplication. Il me dit, monsieur le juge, ils vont me faire extrader en France. Visiblement, la peur au ventre. Aussitôt, l'avocat de monsieur Roualde se précipite en lui disant « faut pas parler au juge français, etc. etc. » Le 7 mars 1993, après 7 mois d'incarcération, Bernard Roualde est retrouvé pendu au radiateur de sa cellule. Les carabiniers concluent à un suicide. Mais pour la famille, le doute est ancré. On ne peut pas s'empêcher de penser, compte tenu des relations qu'il avait nouées avec des individus peu recommandables, que Bernard Roualde est exclu tout risque pour lui. Un an plus tard, Caruso, D'Agostino et les 3 tueurs sont condamnés par la cour d'assises d'Aoste à des peines allant de 10 ans à la perpétuité pour leurs différents rôles dans le meurtre de Françoise Ferrérol. En France, le 26 mai 1998, Christiane Seguin est donc seule dans le box des accusés. Une vieille dame opiniâtre s'avance devant la cour. Elle répondait souvent à côté, elle faisait celle qui était absolument hors sujet, et donc ça a commencé un petit peu à énerver. On se disait qu'est-ce qu'elle fait, pour quelle raison elle ne veut pas dire, et pour quelle raison elle ne veut pas répondre au président, qui prenait son temps, qui lui posait différemment la question, et à chaque fois c'était le mur, le silence. Christiane Seguin persiste. Elle continue d'affirmer qu'elle ignorait tout des intentions criminelles de Bernard Roualde. À Riom, le président de la cour d'assises exige alors d'entendre le repenti. Caruso, dont la tête a été mise à prix par la mafia, réclame une protection absolue. Surnommé désormais le mort qui marche, il fait une entrée spectaculaire devant la cour. Aucune caméra n'est autorisée à filmer l'événement, mais les images se gravent dans les mémoires. La salle des assises était remplie de policiers, je ne sais pas si c'était le GIGN ou le GIPN, armés jusqu'aux dents. Et c'était plus la protection policière et cette ambiance au moment de la comparution du repenti qui effectivement était assez spectaculaire et nous a marqué, nous. À la barre, le témoignage du repenti ne laisse plus de place au doute pour les jurés. La position de Christiane Seguin devient intenable pour ses avocats. Mais la vieille dame s'obstine dans le mensonge. Il y avait une position de défense qui paraissait beaucoup plus facile, qui était de dire que cette femme avait agi par peur, ce que je pense encore aujourd'hui. Je pense qu'elle a été manipulée, qu'il a véritablement profité d'elle et qu'il l'a placée dans une position où elle ne pouvait plus reculer. Pour sa complicité dans l'assassinat de Françoise Ferrérol, l'avocat général requiert 15 ans d'emprisonnement. Fait exceptionnel, les jurés augmentent la peine et condamnent la vieille dame à 16 ans de réclusion. Mais jusque dans la mort, elle décide de protéger le dentiste. Elle est dans une espèce de fascination, de subjugation sur lesquelles elle s'expliquera jamais. Hein. Pour elle, le docteur Roualde, c'était un petit peu la lumière qui éclairait son existence de retraité auvergnate perdu dans un petit village d'Auvergne. Quelqu'un pour qui il avait une admiration, je dirais, sans borne, et peut-être même une admiration amoureuse. S'il y avait un amour, c'était que de sa part à elle, et tout à fait platonique et émerveillé. Christiane Seguin ne livrera plus son secret. Sortie de prison en 2004, elle décède 2 ans plus tard, dans sa maison de Saint-Laure. C'est un parcours criminel atypique dans les annales policières.
Celui d'un homme, Xavier Philippe, qui tout au long de sa vie semble avoir eu des relations troubles avec ses associés, au point d'être surnommé le tueur d'associés. Une réputation sulfureuse qui lui colle à la peau. Pourtant, Xavier Philippe n'a été condamné qu'une seule fois pour le meurtre de Christophe Bell en 2005. On le suspecte d'avoir tué Christophe Bell, et quand on recherche sur 2 opérations antérieures où il s'est associé avec quelqu'un, il a partagé des intérêts financiers, il y en a un qui a disparu et l'autre qui a failli se faire tuer, comme par hasard. 3 affaires au total, 3 dossiers dans lesquels le nom de Xavier Philippe apparaît. Une seule fois condamné, mais plusieurs fois soupçonné, Xavier Philippe semble être sans cesse passé à travers les mailles du filet. Derrière chaque histoire, le même mobile semble se dessiner, l'argent. Et à chaque fois, Xavier Philippe aurait agi avec préméditation, animé par l'appât du gain. Une scène digne d'un polar. Dans ce petit bois de Sucy-en-Brie, à une vingtaine de kilomètres de Paris, un promeneur fait face à une scène de crime. Un homme inerte, avec autour de lui de nombreuses traces de poudre blanche qui ressemblent à de la drogue. À quelques dizaines de mètres, une moto est stationnée, probablement celle de l'homme qui baigne dans son sang. Le corps est couché vers l'avant, il porte traces de tirs dans la tête, des tirs manifestement par l'arrière. Il y a eu plusieurs coups tirés et plusieurs balles qui ont touché la victime en fait. Il y a 2 orifices visibles seulement, l'un du côté de la tempe et l'autre à l'arrière du crâne. Autour du corps, les policiers ne trouvent rien. Ni douille, ni arme du crime, mais la victime a ses papiers sur elle. On apprend qu'il s'appelle Christophe Bell, qu'il a 40 ans. Il gère une boulangerie, pâtisserie dans le quartier du Marais à Paris. Et c'est pas quelqu'un, c'est pas un voyou d'évidence. Un pâtissier. Pourtant, le lieu isolé et le mode opératoire, avec plusieurs balles dans la tête, laissent penser à une exécution. Et certains éléments sur la scène du crime permettent déjà d'en imaginer le contexte. Un sachet de poudre blanche, bien en évidence, près du cadavre. De la drogue répandue sur les arbustes. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte sur fond de trafic de cocaïne. Mais les enquêteurs ont un doute. Tous ces éléments sont bien visibles, presque trop. Les enquêteurs, au premier instant, imaginent une mise en scène. Imaginent une mise en scène parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi quelqu'un aurait été abattu de manière assez professionnelle à l'arrière de la tête, pourquoi celui qui l'aurait tué ne serait pas parti avec de la marchandise. Mais si cette scène de crime ressemble à une caricature de transaction de drogue qui a mal tourné, c'est avant tout une première piste. Et avant de l'exclure totalement, les policiers doivent la vérifier. Ils se rendent alors à Courbevoie, en banlieue parisienne, au domicile de Christophe Bell, pour vérifier s'il stocke des stupéfiants chez lui. C'est dans cet immeuble que le pâtissier vit avec ses 2 enfants et sa femme, Sandrine. Christophe Bell n'est mort que depuis quelques heures, et lorsque les policiers sonnent, c'est son épouse qui les accueille. Ils lui ont dit que mon frère était décédé, comment, et puis ils ont perquisitionné tout l'appartement. Mais les enquêteurs ne trouvent rien. Sa femme, Sandrine, est effondrée. Elle leur assure que Christophe ne se droguait pas. Personne ne l'a jamais vu consommer des produits. Il n'est pas addict à quelque produit que ce soit et il ne trafique pas non plus les produits stupéfiants. Il avait même horreur de ça. Il fumait normalement, mais non, jamais de drogue. Il était vraiment opposé à ça. C'est d'ailleurs ce que confirment les expertises toxicologiques. Christophe Bell ne touche pas aux stupéfiants.
Et en interrogeant les proches du pâtissier, les policiers comprennent que Christophe Bell est un homme à la vie bien rangée. Il ne semble avoir que 2 centres d'intérêt, sa boulangerie et sa famille. Il partait de Courbevoie le matin pour aller faire des gâteaux. Il passait la journée dans le Marais, il revenait. Quand il pouvait, il allait chercher les enfants à l'école. Il dînait avec les enfants, il se couchait. La première impression des enquêteurs se confirme. La drogue trouvée sur les lieux du crime semble être un leurre. La cocaïne a donc pu être déposée là par le meurtrier lui-même pour aiguiller les policiers vers une fausse piste. Qui a mis en scène la mort de Christophe Bell et pourquoi? Pour répondre à cette question, les policiers vont devoir enquêter sur la vie de la victime et ils vont découvrir que le pâtissier à la vie bien rangée avait aussi des ennemis. Qui en voulait à Christophe Bell cette nuit-là? Pour éclaircir le mystère de sa mort, les policiers tentent de retracer ses dernières heures avant le meurtre. Cette nuit du 16 au 17 mai 2005, Christophe Bell a bien dormi chez lui. Sa compagne ne l'a pas entendu se lever, mais elle sait que Christophe avait mis son réveil à 2h du matin. On sait qu'il est parti de chez lui vers 2h20 du matin. En revanche, il aurait dû suivre son trajet habituel qui est de partir du quartier de la Défense, à Courbevoie, et puis de se rendre dans le Marais. Or là, pas du tout. Il se retrouve à Sucy-en-Brie, de l'autre côté de Paris, où il n'a absolument rien à faire, et c'est un endroit qu'il ne connaît pas. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait dans ce bois cette nuit ? Et la réponse la plus évidente pour les policiers, c'est que Christophe Bell avait un rendez-vous. Ils ont la conviction que quelqu'un a réussi à attirer le pâtissier dans cette forêt pour le piéger. Un guet-apens mortel. Les enquêteurs commencent donc par demander à sa compagne si Christophe avait des ennemis. La jeune femme évoque un litige commercial lié à la boulangerie. Cette piste, l'associé de Christophe, Xavier Philippe, la confirme aux enquêteurs. Il explique qu'un contentieux sérieux oppose Christophe Bell à Frédéric Feugret. Ce boulanger avait quelques raisons d'en vouloir à Christophe Bell. Quelques mois plus tôt, il l'avait d'ailleurs appelé, il lui avait laissé un message de menace. Il était très remonté contre Christophe Bell. Xavier Philippe affirme même que cet homme aurait mis ses menaces à exécution. On va découvrir en fait que dans l'esprit de Christophe Bell, ce nommé Feugret pouvait lui en vouloir, au point même d'être venu à 2 reprises ou dégrader le commerce ou dégrader la moto de Christophe Bell à laquelle il tenait énormément. Il a pensé qu'effectivement c'était ce pâtissier qui lui en voulait et qui effectuait ces dégradations. Cette histoire de différend commercial et de dégradation est la nouvelle piste des policiers. Et d'emblée, elle leur paraît crédible. D'autant plus que, selon les informations fournies par Xavier Philippe, Frédéric Feugret résiderait à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où Christophe Bell a été retrouvé. Frédéric Feugret, le pâtissier rival, est placé en garde à vue le 20 mai 2005, 3 jours après la mort de Christophe Bell. Tout joue contre lui parce qu'il y a un mobile, il y a aussi le fait qu'on retrouve de la terre sur des chaussures qui est chez lui. Devant les enquêteurs, Frédéric Feugret le reconnaît. Oui, il est en conflit avec Christophe Bell. Mais en revanche, il nie farouchement toute implication dans son meurtre. Je suis stupéfait de cette nouvelle et je vous assure que je ne suis absolument pas impliqué dans ce meurtre. D'ailleurs, ce boulanger n'habite plus Sucy-en-Brie,
mais à Colombes. Et il affirme que le soir du crime, il était avec sa compagne, à son nouveau domicile, de l'autre côté de Paris. Je ne suis pas ressorti de chez moi de la soirée, et encore moins de la nuit. On va arriver à la conclusion que ça ne peut pas être M. Feugré. Il a par ailleurs un alibi, on a tous les éléments qui permettent de le mettre assez rapidement hors de cause. Après 10 heures de garde à vue, le pâtissier est relâché et l'hypothèse Feugré écartée. Les policiers ont exploré les pistes les plus évidentes pour expliquer l'exécution de Christophe Bell. Mais leurs recherches n'aboutissent pas. Alors ils veulent en savoir plus sur les proches de Christophe Bell. Et parmi ses proches, il y a Xavier Philippe, son associé. Un associé, mais aussi un ami. Peut-être la dernière personne que Christophe Bell ait contactée avant de mourir. Au cours de son audition, Xavier Philippe révèle une information intéressante aux policiers. Christophe Bell a essayé de le joindre la nuit de sa mort. Il lui a même laissé un message à 2h55. Un message que Xavier Philippe n'aurait écouté que le matin du 17 mai à son réveil. Xavier Philippe allume son téléphone portable et là découvre un message qui lui a été laissé par Christophe. Bon bah à tout de suite, je suis là dans 5-10 minutes. Salut. Donc message qui laisse clairement penser qu'ils doivent se voir cette nuit-là. Pourtant, Xavier Philippe affirme aux enquêteurs qu'il n'avait pas rendez-vous avec Christophe Bell. Selon lui, s'il a reçu ce message, c'est parce que Christophe a dû faire une mauvaise manipulation. Il prétend même que son associé n'était pas très à l'aise avec les téléphones portables. D'ailleurs, Xavier Philippe explique aux enquêteurs que le ton du message ne correspond pas à celui que Christophe utilisait lorsqu'il l'appelait. En réalité, lorsqu'on s'appelait tous les deux, Christophe me disait toujours bisous. Il y avait une espèce de mot un peu affectif à la fin de ces messages parce qu'ils sont associés et Xavier Philippe nous décrit deux associés très forts dans une relation d'amitié forte. Xavier Philippe déclare également que les appels téléphoniques entre lui et Christophe Bell étaient fréquents la nuit. Celui-ci m'avait dit qu'il m'appellerait. Il le fait très souvent dans la nuit afin de m'informer de l'avancée du travail. Pourtant, lorsqu'ils étudient les relevés téléphoniques de l'époque, les enquêteurs ne trouvent pas trace de ces communications nocturnes. Il y a eu un appel 5 jours plus tôt, à peu près dans le même créneau horaire, vers 2h du matin. Et c'est en fait les seuls appels nocturnes qu'il y a pu avoir à cette époque et probablement dans l'histoire de la relation entre Christophe Bell et Xavier Philippe. L'examen des relevés téléphoniques contredit clairement les déclarations de Xavier Philippe. Et son attitude vis-à-vis de ce message trouble les enquêteurs. Cette dernière preuve de vie de Christophe Bell est précieuse pour les policiers. Et ils veulent l'analyser. Les enquêteurs lui ont demandé de revenir le lendemain pour enregistrer ce message. Et quand il est revenu le lendemain, il a dit « J'ai effacé le message, je suis désolé, j'ai effacé le message parce que ça me faisait trop de peine d'entendre la voix de Christophe. » Les enquêteurs trouvent le comportement de Xavier Philippe suspect. Le message effacé et ses explications contestables les intriguent fortement. Ils décident alors de se pencher davantage sur les relations unissant Xavier Philippe à Christophe Bell. Et ils vont vite s'apercevoir que derrière la réussite professionnelle et l'amitié de façade, il y a une relation complexe et des enjeux financiers importants. En enquêtant sur les liens qui unissent Christophe Bell et Xavier Philippe,
les policiers découvrent qu'au sein de la boulangerie L'Avion des Lys, des tensions existaient entre les deux associés. À entendre les témoins, le personnel, les amis, la compagne de Christophe Bell, on sent que dans les dernières semaines de sa vie, à quelques jours donc de son assassinat, la relation avec Xavier Philippe s'est dégradée. Alors qu'ils étaient, de manière assez habituelle, en contact, il y a de la distance entre eux. Pourtant, lorsqu'ils achètent ensemble cette boulangerie, au début des années 2000, quelques mois après leur rencontre, c'est le début d'une aventure prometteuse. C'est une affaire qui marche, au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, une association fondée sur des compétences complémentaires. Un génie de la pâtisserie et un gestionnaire astucieux. Xavier Philippe affiche à l'époque de cette rencontre une certaine réussite sociale, des compétences qui ne sont pas contestées dans la gestion des sociétés. Christophe Bell, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui est totalement incapable de gérer un commerce, qui est incapable de s'occuper des papiers, comme on dit. En revanche, qui a un vrai talent professionnel, qui est un excellent pâtissier, qui est un artiste de la pâtisserie. Et c'est la rencontre entre les deux qui va permettre un projet professionnel intéressant. Donc ça marche, les clients sont là. Avec cette association, Christophe voit la possibilité de posséder son propre commerce. C'est lui, le gérant de l'Avion des Lys. Mais au quotidien, c'est Xavier Philippe qui pilote l'entreprise. La boulangerie marche bien, les pâtisseries de Christophe Bell s'arrachent dans le tout Paris. Pourtant, Christophe Bell s'interroge. Sa boulangerie tourne à plein régime, il travaille énormément, mais les recettes stagnent. Il ne comprend pas pourquoi ça ne rapporte pas plus, puisque lui, il voit bien qu'il a plus de commandes, qu'ils en vendent plus, et le chiffre d'affaires n'augmente pas le bénéfice de la société. Compte tenu du volume de production, compte tenu du niveau des ventes, il y a forcément de la déperdition et il n'y a pas d'autre explication que des vols. Alors on va imaginer que peut-être les personnels, les agents de caisse passent la main dans la caisse régulièrement et enlèvent des sommes. Mais peu à peu, Christophe Bell comprend que le personnel n'y est pour rien. Et finalement, il doit se rendre à l'évidence. Ce serait son associé, Xavier Philippe, qui détournerait les fonds. Face à cette situation embarrassante, Christophe Bell décide de fermer les yeux. Il envisage de toute façon de vendre son affaire. Un compromis est même signé au printemps. Christophe Bell a hâte de finaliser la vente. Mon frère en avait parlé à un ami, en avait parlé la veille de son décès à maman, en lui disant « Xavier pique dans la caisse, mais c'est grâce à lui que j'ai pu ouvrir cette boutique, je vais bientôt vendre, je vais laisser tomber ». Peu à peu, les policiers découvrent les intrigues financières et les tensions qui existent entre les deux associés. Mais ils n'ont aucune preuve de ces détournements d'argent. Ils décident alors d'examiner les livres de compte de l'Avion des Lys. En étudiant la comptabilité de la boulangerie l'Avion des Lys, les policiers vont découvrir quelques bizarreries. Ils s'aperçoivent que tous les jours, Xavier Philippe clôt les comptes à 18h. Or, la boulangerie reste ouverte chaque soir jusqu'à 22h. Cela signifie qu'à partir de 18h, les recettes de la boulangerie alimentent une caisse noire. Face aux enquêteurs, Xavier Philippe ne cherche pas à nier l'existence de cette caisse noire. Mais selon lui, le détournement quotidien de la recette servait à payer des primes. Xavier Philippe a toujours reconnu qu'il y avait une partie du chiffre d'affaires qui était détournée et qui servait à payer un salaire au noir et à Christophe Bell et à lui-même, à peu près 1 000 € par mois chacun, et à payer les heures supplémentaires des employés, au moins un autre millier d'euros par mois. Ce qui nous fait à peu près 3 000 € par mois en moyenne. Xavier Philippe et sa comptabilité secrète intriguent de plus en plus les enquêteurs. Ils le placent sur écoute début juin, 2 semaines à peine après la mort de Christophe Bell.
Dans les écoutes téléphoniques, l'attitude de Xavier Philippe dans ses échanges avec sa mère sont consternants. Alors que son associé vient de mourir dans des conditions atroces, il se moque de son associé. Dans plusieurs conversations, il apparaît clairement que Xavier Philippe cherche à salir la réputation de son ancien associé. Il a donné comme idée aux gens de la boutique qu'en fin de compte, il avait une double vie, qu'il voyait des femmes entre 3h et 5h du matin. Parce que, et de ce fait, c'est comme ça qu'il devait avoir dépensé son argent. Les enquêteurs vérifient. Mais rien dans la vie de Christophe Bell ne correspond aux allégations de Xavier Philippe. Son attitude, ses déclarations, tout leur semble douteux. Ils ont le sentiment qu'il veut influencer l'enquête en discutant avec les employés de la boulangerie, en leur disant ce qu'ils doivent dire ou pas dire, en leur donnant des éléments. Les enquêteurs ont la conviction que Xavier Philippe ne leur dit pas tout, qu'il joue un double jeu. Et en creusant cette piste, ils vont découvrir, derrière les petites arnaques de comptabilité, que la mort de Christophe Bell aurait pu rapporter beaucoup plus d'argent à Xavier Philippe. La mort de Christophe Bell pouvait-elle être rentable? C'est sa veuve Sandrine qui va mettre les policiers sur cette nouvelle piste. Elle leur apprend que Xavier Philippe l'a contacté moins d'un mois après la mort de son mari. Un coup de fil étrange au sujet d'une assurance vie. En juin, ma belle-sœur m'appelle pour me dire « Xavier vient de me téléphoner, l'assurance vie qui m'est destinée, il est en fin de compte le bénéficiaire. » Je savais que le contrat d'assurance vie était forcément pour Sandrine et les enfants. Et donc je ne voyais pas comment mon frère ait pu changer d'avis et ne pas préserver sa famille. Les enquêteurs examinent le contrat d'assurance et contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, il ne s'agit pas d'un faux. Le contrat a été fait en bonne et due forme. Se pose alors une question. Comment Christophe Bell a-t-il pu signer une assurance vie de 42 000 € au profit de son associé, alors qu'il souhaitait mettre sa famille à l'abri? Mon frère était dyslexique, donc de toute façon, il essayait toujours de faire en sorte que les gens remplissent les documents à sa place. Les policiers comprennent que Christophe Bell était habitué à signer les documents les yeux fermés. Lorsque ce contrat d'assurance vie lui a été présenté, il aurait donc apposé sa signature sans se méfier. Un ami de Xavier Philippe, assureur ou courtier, va faire signer des paquets de documents à l'un et à l'autre, et en toute bonne foi, Christophe Bell va signer, c'est bien sa signature, des documents au profit de Xavier Philippe. Et la suspicion des policiers s'accroît encore quand ils s'aperçoivent que Xavier Philippe a tiré un autre intérêt financier du décès de son associé. Mon frère était garant de 2 prêts, un prêt sur l'achat de la boutique à l'ancien propriétaire et un prêt qui avait été effectué pour les travaux de la boutique qui s'était rajouté. Et mon frère était garant du prêt. Ça veut dire que quand mon frère est décédé, les assurances ont remboursé l'intégralité des 2 prêts. Donc la valeur de la boutique, mon frère décédé, n'avait plus rien à voir avec la valeur de la boutique, mon frère vivant. Le décès de Christophe Bell était donc financièrement profitable à Xavier Philippe. Christophe mort, l'assurance vie lui revenait. Et les prêts sur la boutique étaient remboursés d'un coup, intégralement. Cerise sur le gâteau, la vente même de la boulangerie devenait aussi beaucoup plus intéressante pour lui. Il était prévu de donner 100 000 € de dessous-table aux 2 associés. Donc cette somme, évidemment, n'était plus divisée en 2, mon frère décédé.
La mort de Christophe Bell a donc généré 3 profits différents pour Xavier Philippe. 3 profits qui, pour les enquêteurs, forment un seul et même mobile: l'argent. Si on fait le cumul entre toutes les assurances que devait toucher Xavier Philippe, les remboursements d'emprunts qui n'étaient plus à rembourser du fait du décès de l'autre, le compte d'associé qu'il allait percevoir pour lui seul, plus le dessous de table qui restait de la vente. Si on fait le total, on arrive à 647 000 €. Une somme considérable, qui aux yeux des policiers constituerait un mobile. Le 1er décembre 2005, Xavier Philippe est mis en examen pour assassinat et incarcéré. Mais il n'y a ni élément matériel, ni trace scientifique contre lui. L'arme qui a tué Christophe Bell n'a pas été retrouvée, et rien sur la scène de crime ne permet de confondre Xavier Philippe. Les enquêteurs vont donc continuer à chercher des preuves. Ils vont alors recueillir les révélations de son ex-femme, qui va le mettre en cause en exhumant une autre affaire criminelle. C'est en interrogeant les proches de Xavier Philippe que les policiers tombent sur un deuxième dossier, une affaire de meurtre. C'est ce que leur révèle Céline Malaël, l'ex-compagne de Xavier Philippe. Céline a partagé la vie de Xavier entre 1984 et 1988. Ensemble, ils ont eu une fille. Et devant les enquêteurs, elle va confier les véritables raisons de leur séparation. L'ex-compagne de Xavier Philippe va faire des confidences à la police qui sont extrêmement étonnantes, en particulier sur la personnalité de son ami de l'époque et son côté violent. Céline Malaël a quitté Xavier Philippe il y a 17 ans. Elle n'a jamais révélé la cause de ce départ. Pourtant, elle garde un souvenir intact de cette conversation avec son mari. Céline Malaël raconte aux policiers cette nuit du 17 novembre 1988. Xavier Philippe serait rentré à leur domicile vers 2-3 heures du matin, très agité. Il l'aurait réveillé et lui aurait alors avoué un crime. J'ai buté un type parce que je ne voulais pas aller en prison. Je lui ai demandé des explications. Il m'a dit « J'ai buté Pascal Leroy parce qu'il a dit du mal de toi ». Pascal Leroy, c'est l'associé de l'époque de Xavier Philippe. Tous les deux sont impliqués dans un trafic de véhicules. Pascal Leroy et Xavier Philippe étaient dans toutes sortes de combines, on dira, en marge du transport par poids lourd. Ils vendaient des bungalows, ils vendaient des camions et ils se sont tous les deux retrouvés impliqués dans des vols de poids lourds. Xavier Philippe venait d'ailleurs d'être entendu pour le vol d'une remorque de camion. Leroy devait être interrogé à son tour et aurait pu faire plonger Xavier Philippe. Céline explique avoir tenté de convaincre son mari de se livrer à la police. Mais il se serait alors montré violent. Et là, il l'a saisi au niveau du cou et dans une manœuvre de tentative d'étranglement, les yeux rivés dans les siens, il lui dit « Jamais tu parleras, jamais tu n'en parleras ». Céline part s'installer ailleurs avec sa fille. Mais même à distance, Xavier Philippe continuerait à la menacer pour s'assurer qu'elle ne parlera pas. Un jour, au téléphone, il lui aurait dit « Si tu vas voir les flics, je t'envoie une équipe. Ils vont te mettre une balle dans le genou. » Céline explique également aux policiers que la nuit du crime supposé, Xavier Philippe se serait rendu à la campagne, chez ses parents, qui s'en seraient plaints le lendemain auprès de Céline par téléphone. Les parents de Xavier Philippe avaient téléphoné à cette femme le matin en se demandant ce qu'avait fait Xavier Philippe dans la nuit, à venir chercher des outils de jardin et de réveiller les chiens, de réveiller tout le monde, toute la ferme en fin de compte, à cette heure avancée de la nuit.
Cette recherche d'outils, la nuit même de ce crime supposé, a laissé penser à Céline que Xavier aurait pu chercher à faire disparaître un corps. Tout porte à croire, aux yeux de Céline Malael, que son mari aurait bel et bien tué le roi. D'autant qu'elle apprend par la femme de le roi que Xavier Philippe et son mari avaient rendez-vous cette nuit-là. Elle m'apprenait que dans le même temps où il avait disparu, il avait eu rendez-vous avec Xavier, en banlieue de Montargis, pour affaires qu'elle ignorait complètement. Devant les policiers, l'ex-femme de Leroy ne peut donner aucun détail sur cette supposée rencontre. Mais elle accable Xavier Philippe, qu'elle considérerait avec le recul comme l'assassin de son ex-mari. Je sais, de façon intuitive, que c'est lui qui a tué Pascal. C'est une intime conviction, mais je n'ai jamais pu étayer cette impression. Mais à l'époque, aucune recherche n'a été menée dans les premiers temps de la disparition pour savoir où était passé Pascal Leroy. L'histoire n'ira pas plus loin, on pensera qu'il s'agit d'une disparition volontaire. Pascal Leroy n'a jamais été retrouvé. 5 ans après sa disparition, l'affaire est finalement classée. 17 ans plus tard, le témoignage de Céline Malael constitue un élément nouveau, mais il est trop tard, l'affaire est prescrite. Pour les enquêteurs, cette histoire assombrit un peu plus l'image de Xavier Philippe, déjà soupçonné du meurtre de son associé Christophe Bell. C'est la 2e fois qu'il est mis en cause dans une telle affaire, la 2e, mais peut-être pas la dernière, car les policiers vont découvrir qu'il y aurait même un 3e cas. Xavier Philippe aurait commandité le meurtre d'un homme, une nouvelle fois, avec lequel il était associé. Cette 3e affaire concerne encore un associé de Xavier Philippe. Il s'appelle Tony Gomez. Surnommé dans son milieu le roi des nuits parisiennes. Il a travaillé avec Xavier Philippe dans un bar parisien et il l'accuse d'avoir tenté de l'assassiner. Les 2 hommes se connaissent depuis près de 40 ans. Aux enquêteurs, Tony Gomez brosse le portrait d'un homme au comportement trouble qui depuis longtemps se conduirait comme un voyou. Les policiers découvrent un passé extrêmement tumultueux de Xavier Philippe. Il y a toutes sortes d'affaires, de violences, de dégradations. Au début des années 80, Tony Gomez tient une boîte de nuit à Orléans avec le frère jumeau de Xavier Philippe, Bertrand, un établissement qu'ils ont baptisé le Quiproquo. Leur entreprise marche bien, mais très vite, Xavier Philippe vient semer le trouble dans les affaires de son frère Bertrand et de Tony Gomez. Un soir, il se montre même très violent. Xavier Philippe arrive ce soir-là au Quiproquo et il se trouve qu'une bande attaque la boîte de nuit, essaye de rentrer dans la boîte de nuit de force. Et là, il va avoir un réflexe très malheureux. Il a dans sa boîte à gants un pistolet à grenaille. Il va donc aller vers ce groupe pour défendre, dit-il, son frère, participer à la défense de l'établissement. Il va tirer et il va crever l'œil d'un de ces voyous qui essaye de rentrer de force. Xavier Philippe assure qu'il a voulu protéger son frère. Peu importe, la justice le condamne pour coups et blessures volontaires. Il a 25 ans, c'est sa première incarcération. Et à peine sorti de prison, Xavier Philippe commet un acte insensé. Quelques jours après sa sortie de prison, va commettre cet acte absolument fou d'aller s'immoler par le feu dans cette boîte de nuit. Et il en garde encore aujourd'hui les stigmates. Il a été brûlé extrêmement gravement. Xavier Philippe aurait voulu se suicider. Mais la justice doute de cette version. Après l'incendie, l'assurance a versé près de 80 000 € à la famille Philippe, propriétaire de l'établissement. Cela ressemble davantage à une escroquerie.
Xavier Philippe est finalement condamné pour incendie volontaire et retourne derrière les barreaux. Mais les chemins de Tony Gomez et de Xavier Philippe n'ont pas fini de se croiser. Sous l'impulsion de sa mère, Xavier Philippe rejoint son frère Bertrand et Tony Gomez qui ont monté une nouvelle affaire à Paris, le Banana Café. La mère de Bertrand et de Xavier, Arlette, va supplier en fait Bertrand de reprendre son fils près d'eux pour qu'il s'occupe des affaires du Banana Café. Un établissement à la mode, en plein cœur de Paris, qui s'est vite fait une réputation. Le Banana Café attire les stars et le monde de la nuit. Bertrand Philippe en est le gérant, Tony Gomez organise les soirées. Ces deux garçons étaient donc la partie artistique de l'activité du Banana Café. Il fallait un monsieur qui avait les pieds bien vissés sur terre pour en assurer la gestion administrative. C'était Xavier Philippe. Xavier Philippe devient donc associé avec son frère et Tony Gomez. Mais la collaboration avec Bertrand s'interrompt tragiquement. En juillet 1995, le jumeau de Xavier Philippe se suicide dans son appartement. Bertrand va décéder dans des circonstances assez dramatiques. Et à ce moment-là, Tony Gomez va se retrouver confronté dans la gestion du Banana Café à Xavier Philippe. Désormais, les deux hommes sont face à face. Un face-à-face qui va mal tourner. Au début, ça se passe bien au Banana Café. Tony Gomez dira qu'il était assez content parce que Xavier Philippe avait supervisé les travaux. Et puis au bout d'un certain temps, il y a des suspicions contre Xavier Philippe. On pense qu'il pique dans la caisse. Mais les tensions entre Xavier Philippe et Tony Gomez seraient allées bien plus loin qu'une simple question d'argent. Une tentative de meurtre. Tony Gomez affirme qu'il était la cible, mais que c'est son compagnon, Grégory Colombe, qui en a été la victime, par erreur. Un soir de printemps 1998, Tony Gomez laisse son ami, seul à l'intérieur de leur appartement, situé à 2 pas du Banana Café. Soudain, celui-ci entend un bruit suspect. Grégory Colombe essaye d'allumer la lumière dans l'escalier, il n'y parvient pas. Vous savez, c'est un escalier en colimaçon de duplex. Donc il va chercher un couteau et une bougie. Il monte cet escalier, là il débouche sur un tout petit couloir et se trouve face à un homme cagoulé, vêtu de noir, qui le tient en joue avec une carabine en lui disant « T'es qui, toi ?» Grégory Colombe lâche sa bougie et son couteau, dévale les escaliers et suit à ce moment-là 2 coups de feu. Il arrive dans les escaliers de l'immeuble, dévale les escaliers de l'immeuble et malheureusement glisse entre le 3e et le 4e étage. Le malfaiteur l'a suivi, il est sur le palier du 5e étage, le met en joue, tire de nouveau à 2 reprises et c'est là qu'il le touche au coude. Grégory Colombe se réfugie au Banana Café. Tony Gomez et Xavier Philippe s'y trouvent. Immédiatement, Xavier Philippe va faire un bandage et un garrot au bras de Grégory Colombe, le mettre sur sa moto et filer avec lui pour l'emmener à l'Hôtel-Dieu qui est tout près de là. Pendant ce temps, des employés du Banana Café se précipitent à l'entrée de l'immeuble dans l'espoir de tomber sur l'agresseur. Et ils le découvrent dans un bar juste à côté. Cet homme va finalement être interpellé à l'une des tables du Diable des Lombards, qui est donc le bar qui jouxte l'immeuble où vit Tony Gomez et où une serveuse a vu arriver cet homme avec un sac. Bon, elle a trouvé son attitude suspecte, elle les a prévenus. Cet homme est un certain Alain. À ses pieds, les policiers découvrent une cagoule et un sac qui contient du ruban adhésif et des gants. En garde à vue, il nie avoir tiré sur Grégory Colombe. Il aurait été recruté pour un cambriolage. Un mystérieux commanditaire l'aurait engagé à Paris quelques semaines avant. Ce fameux Alain, nous l'avons retrouvé. Et sous couvert d'anonymat, il a accepté de nous raconter sa version des faits.
La personne m'a accosté, m'a proposé, alors est-ce qu'elle me connaissait, elle me connaissait pas, je sais pas, donc elle m'a proposé de faire un cambriolage si je voulais gagner de l'argent, vite fait, bien fait, et elle m'a proposé une somme de 30 à 50 000 francs à l'époque. Puis ce soir-là, il aurait fait entrer cette personne, un certain Joshua, dans l'immeuble de Tony Gomez et Grégory Colombe. J'ai fait rentrer le fameux Joshua. Il est monté à l'étage. Une fois monté à l'étage, moi, il m'a dit de rester en bas, de planquer à côté de l'ascenseur qui était dans un petit coin, un recoin, et de surveiller, et que dès que les deux personnes arrivaient, dont un jeune et un vieux, que je le prévienne par l'interphone. Cet homme se serait volatilisé juste après l'agression. Il n'a jamais été retrouvé et semblerait n'être qu'une pure invention. La justice ne croit pas à cette version. Alain est mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat. Mais alors, quel est le lien entre Alain et Xavier Philippe? D'abord, les policiers découvrent qu'Alain vient d'Orléans, comme Xavier Philippe. Mais surtout, ils apprennent que, comme lui, il a fait de la prison. Il a fait de la prison dans les années 80 avec Xavier Philippe. Et ce qui est assez étrange, c'est que Xavier Philippe dit qu'il ne le connaît absolument pas. Pourtant, en étudiant les relevés téléphoniques d'Alain, les policiers établissent que les deux hommes ont été en contact à 6 reprises dans les semaines précédant l'agression, les 4, 16 et 18 avril 1998. On n'a pas pu établir qu'ils s'étaient rencontrés. Sur les appels téléphoniques, qui sont indéniables, ni Alain Samy ni Xavier Philippe ne reconnaissent avoir eu des contacts entre eux, et effectivement, des contacts, c'est beaucoup dire, puisque ces 6 appels, donc, dont le plus long fait 22 secondes, ce sont 6 contacts tout à fait curieux. 6 appels, mais qui ne suffisent pas à prouver pour autant que Xavier Philippe et Alain auraient préparé l'opération ensemble, et que Xavier Philippe en serait le commanditaire. Durant sa garde à vue, Xavier Philippe nie connaître Alain, le dossier reste ouvert, mais Xavier Philippe n'est pas mis en cause. À ce stade de l'enquête, en 1998, rien ne prouve que Tony Gomez était la véritable cible du tireur et que Xavier Philippe aurait recruté Alain pour l'abattre. Xavier Philippe est relâché. Mais 2 ans plus tard, l'affaire rebondit, car Tony Gomez découvre que Xavier Philippe aurait pu avoir un intérêt à le supprimer. Monsieur Gomez dépose plainte en disant « Voilà, je découvre, nous sommes alors courant 2000, je découvre que des contrats d'assurance vie ont été souscrits dans le cadre de la société commerciale que je gère. Je n'étais pas au courant. Sur l'un de ces contrats d'assurance vie qui est sur ma tête, je découvre qu'alors que mes parents étaient logiquement les bénéficiaires, ce contrat a été modifié en 1997 au profit à 75% de Madame Arlette Philippe, mère de mon associé décédé Bertrand Philippe et du directeur administratif de ma société Xavier Philippe, 25% restant pour mes parents. Un mobile financier, comme dans l'affaire Bell. Xavier Philippe aurait-il voulu supprimer Tony Gomez pour avoir les mains libres sur le Banana Café? À l'époque, malgré cette découverte, Xavier Philippe n'est pas inquiété. Tout repose sur une théorie, car dans les faits, ce n'est pas Tony Gomez qui a été agressé. Mais avec l'accusation dont Xavier Philippe fait l'objet dans l'affaire Bell, la plainte de Tony Gomez va prendre une autre dimension. Ce n'est que, en fait, en regardant, en se plongeant dans l'affaire Christophe Bell, que cette affaire de tentative d'assassinat sur Tony Gomez et son ami va prendre une autre orientation et que Xavier Philippe va être suspecté. En 2006, soit 8 ans après l'agression de Grégory Lacombe, Xavier Philippe est placé en garde à vue et mis en examen. Il sera jugé dans cette affaire pour complicité de violences volontaires. Les policiers ont été frappés par les similitudes entre les affaires Gomez et Bell. Selon eux, Xavier Philippe aurait agi de la même manière avec Tony Gomez,
puis Christophe Bell. Il se serait servi dans la caisse du Banana Café, puis dans celle de l'Avion d'Hélice, des années après. Les 2 fois, il se serait arrangé pour modifier l'assurance vie de son associé. On le suspecte d'avoir tué Christophe Bell, et quand on recherche sur 2 opérations antérieures où il s'est associé avec quelqu'un, il a partagé des intérêts financiers, il y en a un qui a disparu et l'autre qui a failli se faire tuer, comme par hasard. Pour les policiers, il ne s'agirait pas de coïncidence. Xavier Philippe serait un criminel hors norme, qui jusque-là était parvenu à passer entre les mailles du filet. Mais cette fois-ci, l'affaire Christophe Bell le fait plonger. Xavier Philippe est renvoyé devant la cour d'assises de Créteil, mais la partie s'annonce serrée, car si de nombreux soupçons pèsent contre lui, aucune preuve matérielle ne prouve sa culpabilité dans ce dossier. Au terme de ce procès, Xavier Philippe pourrait même être acquitté. Lorsque le procès de Xavier Philippe s'ouvre à Créteil en juin 2008, la justice n'a toujours pas la preuve irréfutable de sa culpabilité, juste un faisceau de présomptions extrêmement troublant. Devant la cour d'assises de Créteil, les avocats de Xavier Philippe sont extrêmement remontés et ils clament haut et fort qu'il sera acquitté parce que rien ne relie Xavier Philippe à la scène de crime, aucun élément matériel. Mais un élément permet tout de même de rattacher indirectement Xavier Philippe à la scène de crime. Le message téléphonique laissé par Christophe Bell à son associé la nuit de sa mort. Un message qui tente à démontrer que Christophe Bell et Xavier Philippe avaient bien rendez-vous cette nuit-là. Bien évidemment, Xavier Philippe avait fixé un rendez-vous avec Christophe Bell. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que Christophe Bell aurait quelques minutes de retard et l'appellerait. C'est le grain de sable qui a enrayé l'organisation et tout le processus mis en place par Xavier Philippe pour ne pas être accusé. C'est comme si mon frère avait indirectement accusé son assassin par ce message téléphonique. Pourtant, sur la scène de crime, à Sucy-en-Brie, rien ne prouve la présence de Xavier Philippe au moment du meurtre. Il n'y a aucune trace de son passage et aucun témoin. Les enquêteurs n'ont pas non plus retrouvé l'arme du crime, un revolver de calibre 6,35. Devant la cour, Xavier Philippe reconnaît être passionné d'armes et collectionneur, mais il assure qu'il n'a jamais détenu ce type d'arme. Mais coup de théâtre, l'accusation va démontrer le contraire. Xavier Philippe aurait possédé un 6,35 dans le passé. Le procureur de la République va exhumer des scellés qui sont dans les caves du palais de justice, dans une toute autre affaire dans laquelle Xavier Philippe avait été condamné pour recel d'armes. On a retrouvé un petit cahier d'écolier avec une liste d'armes et notamment une arme de poing de calibre 6,35. Il a détenu, à un moment de sa vie, contrairement à ce qu'il nous a dit, contrairement à ce qu'il a expliqué à la cour d'assises, une arme de type 6,35. Donc cette arme est sans doute celle qui a servi à exécuter Christophe Bell. Le message téléphonique, l'arme, les éléments contre Xavier Philippe s'accumulent. Et puis, il y a les témoignages accablants de son entourage. D'abord, c'est son ex-compagne, Céline Malaël, qui s'exprime devant la cour. Face à Xavier Philippe, elle maintient qu'il lui aurait avoué avoir tué Pascal Leroy en 1988. Si on ne met pas en doute sa parole à elle, elle nous dit qu'il a déjà un précédent, même s'il n'en a pas été condamné. Xavier Philippe apparaît de plus en plus comme un individu capable de faire disparaître un homme et d'en faire assassiner un autre. Peu à peu, un profil de criminel se dessine. C'est alors que Tony Gomez est appelé à la barre. Il dresse un portrait très sombre de
de l'accusé. Le témoignage de Tony Gomez est très intéressant parce qu'on se rend compte à ce moment-là que Xavier Philippe s'est toujours en fait greffé sur des affaires qui marchaient bien. Tony Gomez dit tous ceux qui ont fréquenté Xavier Philippe ont eu des problèmes, des difficultés, ont eu leur vie gâchée, même il dit. Malgré ces témoignages qui l'accablent un peu plus, face au juré, Xavier Philippe tente de faire bonne figure. C'est quelqu'un qui rêve sa vie. Il nous explique, par exemple, que la violence lui fait peur. Son casier judiciaire témoigne du contraire. Il n'est pas crédible quand il dit ça. On a un décalage, un hiatus entre le discours et la réalité qui a convaincu les jurés de ce qu'on avait affaire à un menteur, un grand pervers, un grand violent, un vrai dangereux, un criminel. Xavier Philippe ne parvient pas à convaincre et perd la partie. Il est reconnu coupable de l'assassinat de Christophe Bell. L'ancien patron d'une boulangerie-pâtisserie parisienne a été condamné cette nuit à 30 ans de réclusion criminelle. L'accusé, qui a protesté de son innocence tout au long du procès, a décidé de faire appel. Ce procès en appel se déroule 2 ans plus tard. Aucun élément nouveau n'est venu épaissir ce dossier, mais l'avocat général s'est fait une conviction. Il va la défendre tout au long du procès et va même jusqu'à présenter un scénario précis de l'assassinat de Christophe Bell. Selon lui, Xavier Philippe a tout orchestré. C'est lui qui aurait alimenté le contentieux entre Christophe Bell et l'autre pâtissier, Frédéric Feugret, dans le but de créer un mobile crédible. Il aurait lui-même commis des dégradations sur la moto de Christophe et dans la réserve de la boulangerie. On démontre par les relevés téléphoniques, par la localisation du téléphone de Xavier Philippe, qu'au moment de la dégradation, quand on lacère les pneus de la moto de Christophe Bell à son domicile à Nanterre, Xavier Philippe est dans les environs. Quand il y a la dégradation dans la boutique, Xavier Philippe est dans les environs. Xavier Philippe aurait ensuite accusé à tort Frédéric Feugret pour tenter de convaincre son associé d'aller se venger de ce pâtissier. Xavier Philippe a commis des dégradations, a accusé nommément Feugret pour faire venir Christophe Bell à proximité du domicile de Feugret, sans doute en lui disant qu'ils auraient une explication avec celui-ci ce soir-là. Christophe Bell y est allé pour avoir cette explication virile avec Feugret en présence de Xavier Philippe. En fait, Feugret n'était pas là, il n'y avait que Xavier Philippe dans le dos de Christophe Bell qui, au moment d'allumer une cigarette, a essuyé des tirs en pleine tête froidement. La peine est confirmée. Xavier Philippe est de nouveau condamné à 30 ans de prison. En plus du meurtre de Christophe Bell, le passé trouble de Xavier Philippe a-t-il pesé dans la décision des jurés ? On lui fait payer, en plus de l'assassinat de Christophe Bell, un parcours criminel non prouvé et pour lequel il n'était pas jugé. Condamné pour le meurtre de Christophe Bell, Xavier Philippe a également écopé de 4 ans de prison en juillet dernier dans l'affaire Tony Gomez. Il a fait appel de cette décision.